Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga et encore une fois, bonjour 2026, enchanté, nous c'est la 5DC, salut 2026. Oui. Bonne année à tous, surtout, on vous souhaite plein de bonnes lectures pour cette nouvelle année et pour nous c'est parti pour les bilans 2025. Comme chaque mois de janvier, on regarde dans le rétroviseur et là on a ressorti une trentaine d'œuvres sur cette émission et surtout sur les deux qui suivent également. Voici donc aujourd'hui nos 11 meilleures nouveautés manga de l'année, autrement appelé le top consensuel de l'équipe. Ça sera complété ensuite par nos coups de cœur perso, puis par une sélection classique et réédition. Voilà, vous savez tout. Et avant de démarrer, merci à tous, à vous tous de nous avoir écoutés sur cette année 2025. Vous avez été encore très nombreux à nous écouter, à nous découvrir aussi. Par exemple, stat très sympa, sur Spotify, on a fait plus 600% de nouveaux auditeurs. Voilà. Pas donc mal. Le manga va mal, mais le podcast manga va bien. Exactement. Ouais, pas mal quand même. Plus 600%, j'aime bien le chiffre. Alors, bam. Ah bah oui, là. Dans cette émission bilan, il sera aussi un peu question des ventes de mangas, mais pour ça, vous avez presque plus besoin de nous, puisqu'on connaît le numéro 1 des ventes de chaque année, non ? One Piece ? Eh ben non. Eh ben non. Le Oh piège. non. Je savais. Naruto. Eh bien non plus, le piège. Ouais, première année que One Piece, première année, mais ça faisait longtemps que One Piece n'était pas en tête des ventes de manga, et c'est Instinct, le tome 2. C'est même pas le tome 1. Ah oui, c'est vrai. Bah parce qu'il est sorti pas loin de Noël, alors je me Ouais, souviens. ouais. Mais oui, ça Novembre. doit jouer. Novembre. Instinct tome 1 qui est deuxième, derrière le tome 2. Et ensuite, on a enfin One Piece. On a 2 volumes de One Piece. Et puis pour... Du vrai manga. Non, je rigole. C'est une blague, vous énervez pas, je troll. Calmez-vous. il commence bien 2026, je trouve. Calmez-vous tous. Le sniper. Et puis 5e, c'est Spy Family qui complète un petit peu ce classement comme chaque année. Voilà, un petit aperçu déjà des ventes avec Instinct, le phénomène de ces derniers mois. Et pour nous, c'est parti, le top 11 de nos meilleurs mangas de l'année 2025. C'est dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer les mangas de 2025 de l'année dernière. Bonjour à tous, autour de la table, tout le monde est là, comment vous allez ? Ça va. Bon, écoute, ça va. On se remet de la semaine de froid. Cette semaine de grand froid. Ouais, ça va. Bah moi le chauffage était cassé à mon bureau, donc j'ai pas pu aller au bureau. Je vous le dis. Mince alors. Le mec qui brûlait des bouquins, tu sais, pour se réchauffer comme Exactement. ça, dans un petit brasero. Ok, ce manga est vraiment nul, allez hop là. Non mais le temps parfait au final pour se mettre sous un plaid avec un petit thé matcha, tu vois. Oh là là. Ouais, je sais, ouais. Ça vous dit un petit pumpkin Ouais, c'est ce que j'allais dire, pumpkin matcha Je sais latte. même pas, tu sais, j'ai dit pumpkin, je sais même pas quoi après, tu vois. Pumpkin things. Avec un double shot d'expresso et un sirop de caramel en plus. Ouh, j'ai La mon cannelle petit dessus, exemplaire la des 3 mousquetaires avec moi, ça va être trop bien. Si vous nous découvrez seulement, maintenant nous sommes la 5e de couve, le podcast manga hebdo depuis 10 ans maintenant, donc scrollez sur vos apps podcasts, vous allez voir, il y a toujours une émission pour vous et merci à tous de nous soutenir en nous écoutant. Et cette année c'est pareil, si vous voulez nous soutenir, vous laissez un commentaire, vous écoutez, vous partagez l'épisode autour de vous et ça sera déjà super bien. Merci d'être là pour nous écouter. Au mois de janvier, on revient sur les nouveautés 2025, là c'est le top de l'équipe donc. La semaine prochaine c'est les chouchous coup de cœur perso et ensuite c'est les mangas classiques et rééditions. Puis début février, on fera le point sur les nouveautés de ces prochains mois et on vous parlera aussi du potentiel blockbuster de l'année 2026, Ichi the Witch. Voilà, vous avez le programme. Nous pendant ce temps-là, on a établi un top 11 de l'année des nouveautés de l'année 2025. Ce top a été établi à partir de nos lectures à tous les 5 et donc on a mis des notes sur 100 à toutes les nouveautés dans un énorme tableau Excel que vous adorez autour de cette table. Dynamique. Exactement. Et ensuite, voilà, il y a eu des moyennes, tout ça. Et on ne note pas le manga, on note notre lecture du manga, notre feeling de lecture. C'est donc complètement subjectif, ce top, exactement comme chaque année. On mesure notre plaisir
plaisir de lecture, on ne note pas le manga. Puis ensuite, il y a des moyennes, des pondérations et des méthodes façon NASA. On peut dire que c'est un tableau objectivement subjectif. Totalement, oui, c'est vrai, on peut le dire. On peut dire qu'on note le manga quand il est nul. Mais c'est non plus. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il n'y aura pas Centuria dans cette émission. Oh non. Il était pas loin. Mais non. Il n'y aura pas Centuria. Voilà, c'est celui qui s'est fait éjecter du top par ce système de notation. Il en faut un toujours. Il en faut un. Il était quoi en ex-aequo 11e? Non, il était 12e. Ah oui, il en fait le top 11. Il a vraiment rien à faire dans ce top 10 du coup. Oui, c'est un top 11. C'est un top 11 gagnard. Donc, maintenant, ça serait bien qu'on fasse. Ils nous ont quittés cette année, Centuria, pour commencer. Peut-être qu'il reviendra. Une petite musique. Il faut qu'on lise la suite et peut-être que. J'ai le souvenir de ne pas l'avoir très bien noté personnellement. Qu'ils reviennent ou pas. Mais moi, j'ai bien aimé. Si, c'était pas si mal. Mais entre 7,5 sur 10 et 8, tu vois. Et un petit delta, il se fait doubler par les autres. Ouais, les autres étaient meilleurs. Je pense que je l'ai pas mis à 7 sur 10. Bon, commençons avec notre 11e et 10e place de ce top. C'est Promenons-nous dans l'espace et Kaijin Fugeki. On commence avec Promenons-nous dans l'espace. L'histoire, si vous avez raté la sortie de ce manga, on est dans le Japon contemporain. On retrouve Yamato Kobayashi, un lycéen sans éclat, qui a des difficultés scolaires, qui fait des petits boulots pour s'en sortir, avec vraiment le masque du mauvais garçon qu'il porte en permanence. Mais il y a un nouveau garçon dans sa classe qui va tout changer, Keisuke Uno. Pour lui, chaque interaction sociale est un calvaire. Ça le déstabilise, ça l'angoisse, mais le mec ne baisse pas les bras et ainsi chacun va apprendre de l'autre. On se retrouve donc avec un manga sur l'amitié, mais qui est peut-être un petit peu plus que ça, Robin. Ouais, moi c'est surtout un titre qui m'a pris par surprise, j'avoue, je l'ai un peu pris, j'ai un peu fait mes devoirs en lisant, en me disant bon, faut quand même que je me tienne au courant. Glénat a essayé de le pousser un petit peu comme un manga dans leur nouvelle gamme hors étiquette, shonen, shoujo et compagnie. Et je l'ai un peu lu par curiosité comme ça. Et en vrai, il m'a complètement cueilli. Moi, j'étais hyper attaché aux situations, aux personnages. Et je trouve que c'est une manière hyper moderne et fraîche de parler d'amitié entre garçons. C'est un truc finalement aussi qui est beaucoup travaillé dans le shonen, mais de façon vraiment rivalité, bagarre, machin et tout. Et là, il y a un côté beaucoup plus c'est évidemment, on est plus dans un manga tranche de vie, donc les ressorts sont complètement différents. Mais je trouve que en jouant sur des archétypes, il arrive aussi, l'auteur ou l'autrice d'ailleurs, je ne sais pas, arrive à vraiment travailler des situations et des sujets beaucoup plus modernes. Et voilà, je trouve que cette espèce de personnage principal qui nous est présenté un peu comme un peu un bad boy, on va dire, un truc comme ça, qui devient ami avec cet autre garçon hypersensible. Il y a quelque chose de très vrai et de très, très touchant aussi dans la manière dont il comprend qu'il peut y avoir aussi d'autres personnes qui ressentent pas le monde de la même manière que lui et ça l'intéresse. Il est curieux de ça. Moi, je trouve que tout ça m'a beaucoup plu. C'est signé Inuhiko Doronoda. Le tome 1 est sorti. Le tome 2 arrive là au début de cette année aux éditions Glénat. Johnny, qu'est-ce que t'en dis, toi ? Ouais, c'est une tranche de vie assez sympathique. Moi, ça m'a rappelé un peu mon enfance. Non pas que je comprenais pas très vite, mais on va voir dans la fin du tome 1 qu'il y a de l'astronomie. Et moi, c'est le truc qui m'a mis un peu à part par rapport aux autres, c'est que je faisais vraiment beaucoup d'astronomie et je trouvais ça trop cool. Et c'est vrai que, comme disait Robin, il y a des passages assez émouvants. Je me dis qu'il faut vraiment le lire au bon moment, dans une période un peu de chill. C'est assez touchant, par exemple, quand le héros il explique qu'il comprend pas comme les autres, qu'il est pas aussi futé et qu'il en a marre en fait d'être comme ça, parce que lui, il le sait et il le voit que les autres le savent aussi, forcément, vu qu'il se fait un peu bully par rapport à ça. Mais lui, il veut faire des efforts pour s'améliorer et on le voit vraiment faire des efforts dans chaque page du tome, et c'est pour ça qu'il va se rapprocher là de son comparse avec son carnet de notes. Et je trouve c'est vraiment touchant et émouvant. Je m'attendais pas à aimer encore une fois une tranche de vie pour le coup. Ça t'arrive assez souvent. mais mince, ça fait 3 ans chaque fois il fait non, j'aime pas les tranches de vie, mais alors là c'est ma tranche de vie préférée. Moi, mon plus grand problème de tranche de vie, c'est qu'il n'y a pas de fil rouge. Ton histoire. À chaque fois ça commence par ça me rappelle que moi j'ai eu comme dans You, la série. Non, pas du tout. Mais non, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime pas dans les tranches de vie, c'est qu'il n'y a pas d'action. Mais c'est vrai que si on me prend à un moment où j'ai pas besoin d'action dans ma vie, je vais tout de suite accrocher, et c'est ce qui s'est passé pour Promenons-nous dans l'espace. Joe, un petit mot, puisque tu l'as expliqué sans l'expliquer, le titre c'est donc Promenons-nous dans l'espace, et effectivement ils sont dans un club d'astronomie. Oui, à la fin. Parce qu'au début, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et puis il y a même cette métaphore qui est utilisée, je ne sais plus si c'est par le prof ou si c'est par lui, où en gros, quand on est dans l'espace, on est perdu, on n'a pas de fil qui nous raccroche à quelque chose, et du coup, on est un peu paumé et perdu dans le vide. Et en fait, l'histoire, c'est que son carnet, c'est un peu le fil qui le raccroche à la réalité, à la Terre. Et il y a aussi cette métaphore avec l'espace et de l'astronaute qui est tout seul, quoi.
Un dernier mot sur ce titre, Robin ? Ouais, bah moi je trouve ça encore une démonstration de à quel point le médium manga il est fort pour traiter de sujets un peu de fond comme ça, sociétaux. Bah, on parlait de la différence. Là, c'est un manga qui parle un peu des troubles du spectre autistique sur vraiment ce personnage qui est très à l'écart. C'est vraiment jamais vraiment dit ce qu'il a comme problème, mais on sent que c'est un peu ça. Mais sans, voilà, ça arrive à parler de ça sans tartiner de pathos, quoi. Tu vois, c'est vraiment des situations justes, des situations touchantes, mais c'est pas larmoyant, c'est pas ah là là le pauvre sa vie. Alors il y a des scènes vraiment touchantes où tu peux être vraiment ému et tout, mais c'est pas appuyé, tu vois, tu sens pas la musique derrière avec les violons et tout, c'est vraiment un truc qui est à hauteur de personnage comme c'est très bien le faire manga, et je trouve que voilà, c'est encore une démonstration en la matière. Ça s'appelle donc Promenons-nous dans l'espace, il est 11e de notre top des meilleures nouveautés de 2025, 10e de ce classement. On en a déjà parlé puisqu'on a fait une émission qui est dédiée à son auteur, Oh Great, il y a quelques semaines maintenant, quelques mois maintenant. Ce manga, c'est Kaijin Fugeki. Là, on est dans un futur lointain. Il y a des catastrophes surnaturelles qui sont nommées nocturnes qui menacent la Terre sous des formes de sortes de créatures assez monstrueuses. Et le seul rempart face à ces créatures, c'est ce qu'on appelle les Fugeki. C'est des sortes de chamans qui dansent pour puiser l'énergie spectromagnétique qui confère aux dieux leur pouvoir et ainsi exorciser ces calamités. Parmi eux, il y a 2 jeunes hommes, Jin et Gao, qui sont donc liés par le destin et qui vont s'allier pour empêcher la fin du monde. Il y a déjà 4 tomes de sortie Johnny et c'est donc signé Oh Great, dont on a parlé assez longuement pendant 1 heure. Bah oui, et puis je me suis dit, je veux pas répéter tout ce que j'ai dit, donc elle a écouté l'émission. Ça me fera gagner du temps. Non, mais c'est vrai que... Copier-coller. Mais s'il vous plaît, faites un CTRL-C, là, il n'y a pas eu de coller là pour le coup. Non, mais en résumé, c'est vrai que c'est certainement l'œuvre la plus bordélique du top, mais ça fait du bien de voir un nouveau manga de Oh Great, tout simplement, et qui au final ne cesse pas de nous surprendre, parce que franchement, il est là depuis très très longtemps dans la scène du manga. Il a fait des séries totalement différentes, de Air Gear en passant justement par aujourd'hui à Kaijin Fugeki, qui est vraiment rien à voir avec ses premières séries, et même le prochain titre qui va être chez Kena, qui se rapproche plutôt du franco-belge, lui j'ai trouvé assez incroyable. Donc c'est vraiment un auteur que j'adore, et je vois son évolution qui m'a suivi tout au long de ma vie, moi aussi, où bientôt je vais grandir encore une fois, mais non, je trouve que c'est assez fou, c'est très bien, mais par contre attendez-vous à ne rien comprendre dans ce oui et non, je trouve que c'est le bordel, mais qu'à la fin du tome 1, ça y est, on a remis quelques pièces. Alors évidemment, il y a toujours des trucs chelous. La fille qui a 2 têtes, ça reste étrange à la fin du tome 1, ça le sera encore à la fin du tome 2. En tout cas, ne faites pas autre chose en même temps que vous lisez un manga. Je sais pas s'il y en a qui font des trucs sur leur portable, qui interrompent leur lecture ou quoi que ce soit, mais essayez de rester concentré, parce qu'effectivement, il y en a partout, quoi. Ouais, mais alors pour plein de mangas. Oui. Mais oui, de manière lui, encore générale, plus. j'allais dire, non, mais tu vois, essayez de vous concentrer quand vous lisez. Promenons-nous dans l'espace. Si tu réponds à un texto, c'est pas très grave si tu reviens après. Tu tournes la page, il y a une meuf à 2 têtes, et t'es là, oui, effectivement, on a changé de récit. Qu'est-ce qui se passe dans Kaijin Fugeki? Et t'as raison aussi de citer donc Smoke, qui sort au mois de janvier aux éditions Kana, qui est la bande dessinée. Donc là, c'est une BD, réalisée par Oh Great, tout couleur. Ouais, exactement. C'est grosse actu quand même pour lui qui du coup aime la France, je pense, pour pouvoir faire ça, ou aime la bande dessinée, aime explorer la narration. Non, puis même c'est un artiste. Il veut, il fait du dessin, mais du dessin dans sa globalité. C'est pas juste quelqu'un qui veut gagner de l'argent en faisant quelque chose. Lui, c'est un artiste pour le coup. Ouais, et puis on n'a pas 15 000 auteurs japonais qui font de la création à proprement parler. Là, c'est un truc de création pour le coup. Il y a Taniguchi l'a fait. Comment il s'appelle celui qui a fait la BD avec le Louvre? Matsumoto l'a fait, mais tu vois, enfin, ils se comptent sur les doigts d'une main, quoi, les auteurs qui font de la création française littérale. Et il y a 1 an, 2 ans, Rintaro aussi, le réalisateur. Rintaro, oui, c'est vrai. Qui a fait aussi une bande dessinée. C'est intéressant ça quand même, que de plus en plus. Alors on voit que c'est des auteurs à chaque fois assez vieux, mine de rien, mais ou assez expérimentés. Oui, expérimentés, pardon. Tu vois, il est pop, il est très arty aussi, Great, malgré tout. Ouais, ça vous le laisse, on va dire, mais ouais, c'est intéressant. Kaijin Fugeki, c'est disponible aux éditions Pika. Il y a déjà 4 tomes disponibles et c'est signé Oh Great. Faisons une petite pause dans notre top et parlons des nouveautés originales les plus vendues de l'année 2025. À votre avis, est-ce que les 10 nouveautés originales les plus vendues de 2025 sont toutes dans notre top? Est-ce qu'on aime non, c'est impossible. Le bankable? C'est impossible. Non, mais une moitié peut-être quand même. Une moitié. Oui, c'est toujours un peu quand même. Si. Un tiers. On commence avec le 10e. Tatari.
Position Glénat. Tatari. Moi, Moi, j'avais- j'aime bien. Ouais. Ah, moi j'avais pas trop, je trouvais ça m'avait pas accroché plus que ça. Je l'ai même pas lu. C'est un bon, comment dire, c'est un bon manga d'accompagnement. C'est entre deux séries que t'attends, tu vois. D'accord. Tu peux lire Tatari, franchement, ça se lit Attendez, tout seul. c'est quoi la couverture? 9ème, C'est avec des chats. c'est avec des chats. Ok, d'accord. C'est peut-être pour ça que ça s'est bien vendu. 9ème, c'est Lilyman, Ah, qui s'est c'est sorti j'ai lu, au tu vois. tout début d'année et qui On n'a n'est pas trop. pas vraiment dans notre Bah, top. moi, j'ai bien aimé, moi. Moi, j'ai bien aimé au début. Après, je me suis dit, ah tiens, l'auteur ne sait plus ce qu'il raconte du tout. C'est intéressant. Mince, faut que je lise la suite. 8ème, c'est La Gardienne des Concubines. Ah, bah pareil. C'est je un me truc de suis dit, webtoon, ça Non, c'est du manga. Mince, j'ai pas lu. 7ème, Aereo and the Electric Doll. Ah, qui bah, sera ça- peut-être dans notre Voilà, on classement. en a parlé. Quoi. 5ème, on a Centuria dont on parlait en début d'émission et La Servante de l'Empereur. Et puis 2ème, on a 3 ex-aequo, Bloom, Phantom Busters et Rory Dragon. Bon, ça va. Ça va, C'est c'est clair. C'est 5 DC compatibles. Exactement. Et puis premier de meilleure vente de cette année 2025, celui qui a absolument tout ravagé, tout explosé, ce qu'il est loin devant, mais genre loin Meilleure devant. nouveauté. La meilleure nouveauté. Meilleure nouveauté, oui. Kagurabachi. Ouais. Évidemment. Mais qui a tout écrasé en toute discrétion, je trouve. Ah non, Tu pas vois, du c'est- tout. Non, parce qu'il a fait beaucoup de collectors. Ah oui. Un collector à Châtelet, un collector à Thomas, Non, mais un tu sais, collector. Mais on si, n'entend en pas vrai, parler plus que ça, tu vois, de Kagurabachi, alors que bah, vraiment, il a un peu tout écrasé sur son passage cette année, quoi. Bon, il n'y a pas d'anime et compagnie, hein, c'est normal. Et il C'est va la arriver. première année d'existence de la série en France. Mais je trouve que c'est vraiment, tu sais, le tueur silencieux, tu vois. Ça marche bien en même temps pour le manga. Ça Oui, correspond. oui. Alors sera-t-il dans notre top? Mystère. voilà, je mets la Le réponse. mec qui fait pas mystère. Qui a Ouais, décidé. ouais, ouais. Allez, go. On enchaîne dans cette émission avec la 9ème et la 8ème place, un doublé Frenchie. C'est pas mal un petit doublé Frenchie. On en a de plus en plus, j'ai l'impression. Ouais. On en reparlera en faisant le bilan. Ça s'infiltre. Et ça s'infiltre tout C'est doucement. grand remplacement. 9ème, c'est Shin Zero. Ça fait 20 ans dans ce manga qu'aucun kaiju n'a pointé le bout de son nez. Et donc, les Sentai ont perdu de leur superbe. Fini les héros, place au boulot ingrat et mal payé que personne ne veut faire. Aujourd'hui, on devient Sentai en 2 clics et une signature sur son téléphone. Juste un job de plus pour payer ses études ou pour boucler ses fins de mois. Une ubérisation totale du job dans lequel vont plonger Warren, Héloïse, Satoshi Niki et Sophia. Ce manga est signé Mathieu Bablet et Guillaume Singelin. Il est sorti aux éditions Rue de Sèvres au label 619, Robin. Ouais, bah moi, bon, on en a déjà parlé parce qu'on a reçu Mathieu qui nous a fait la gentillesse de venir parler de son amour du manga avec nous. Singelin, on l'a pas reçu, mais on aimerait bien un jour, pourquoi pas. Non, mais vraiment, pour moi, ce manga, c'est un régal visuel et de narration. Enfin, pour moi, Singelin, c'est un des plus grands auteurs franco-belge actuel, et alors en plus quand il se frotte à ce genre-là qui on pourrait dire de la BD hybride entre le BD et le manga, je trouve que ça fait des merveilles. Il y a T'as vraiment un exemple quand tu dis un régal visuel pour essayer d'imager ça pour les auditeurs? pour en gros définir un peu le style de Singelin, c'est vraiment un auteur qui met souvent l'accent sur les environnements. C'est vraiment un auteur de la narration environnementale. Les décors sont toujours ultra fouillés, et d'ailleurs c'est un truc pour le coup qui fait aussi son originalité dans le paysage manga, parce que dans le manga finalement les décors c'est souvent un truc qui est mis de côté par souci de temps de production, et lui c'est toujours un truc sur lequel il est très très généreux. Et il y a une planche notamment que j'ai beaucoup aimé dans Shin Zero. C'est pas forcément la planche la plus impressionnante, mais je trouve que ça démontre un peu ça. C'est ce truc où en gros on va d'abord avoir dans la première case, c'est une planche en 3 cases. Première case, tu vois un plan sur une épicerie. Deuxième case, tu vois un Sentai qui rentre dans l'épicerie, qui fait ses courses. Et troisième taille, ça dézoome, et en fait tu te rends compte que tu regardes un écran sur un écran de contrôle de quelqu'un qui regarde une caméra de surveillance dans l'épicerie, mais tout est détaillé, quoi. C'est-à-dire que d'abord t'as le décor de l'épicerie qui est super détaillé, après t'as le Sentai qui arrive, et après t'as toujours le même détail dans l'écran, mais en plus t'as autour le décor du bureau avec tous les trucs, et il y a du détail partout, et franchement la scène est c'est du cinéma, quoi. Le truc c'est vraiment assez bluffant. Et puis t'as le propos en plus. Voilà, et en plus après derrière ça il n'y a pas que du dessin dans Shin Zero. Ce qui est intéressant, c'est l'écriture qui est très fraîche. Il y a un propos très actuel, comme tu as dit dans ton résumé. C'est vraiment cette espèce de relecture du récit de Sentai, mais qui va finalement nous parler de la condition du travail actuelle, l'ubérisation et compagnie. Et aussi un peu la perte des illusions, la perte des idéaux surtout, quoi. Avant les Sentai étaient des héros, et maintenant c'est devenu des gens à tout faire. Et vraiment pour moi c'est l'exemple type de ce qu'il faut faire quand on fait du manga français. C'est justement faire un manga que les Japonais ne pourraient pas faire. Et franchement je trouve que
que ce soit au niveau du dessin et au niveau du propos, ce manga tire son originalité et voilà, c'est aussi pour ça qu'il est dans le top, je pense. Cagnard. C'est un titre qui était très attendu parce que ça soit Mathieu Bablet ou Guillaume Singelin, ils font partie de la nouvelle jeune garde des auteurs franco-belges qui montent, je vais dire qui montent en fait non, qui sont déjà des superstars à l'heure actuelle et du coup qui s'attaquent au genre Sentai parce que ça a été annoncé en amont. Il y avait vraiment une excitation de beaucoup de gens et même je pense de beaucoup de gens qui ne sont pas forcément lecteurs de Mathieu Bablet ou c'est de ma question. Guillaume Est-ce que Singelin. vous pensez que dans le monde des lecteurs de manga, Mathieu Bablet, Guillaume Singelin, ça parlait tant que ça? Non, je pense pas spécialement. Alors oui, ça doit quand même évoquer des choses aux lecteurs, mais je pense qu'ils ont plus un lectorat franco-belge de base, mais franco-belge jeune, pas forcément franco-belge, la BD à papa et compagnie. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même eu, à la base, quand le titre a été annoncé, il y avait déjà une sorte d'émulation autour de cet album. Ouais, non, je veux dire, on va pas lancer un débat, mais après, c'est le lectorat manga, ça va pas rien dire. Si c'est tu vois, vrai, t'as raison. il y a des gens comme nous, je pense qu'ils parlent aussi aux gens qui lisent du manga, mais pas que, quoi. Du coup, un titre très attendu et moi, de mon côté, ça a été très étonnant et en même temps assez fidèle de ce que font ces deux auteurs. C'est le premier manga de Sentai dépressif que j'ai pu lire, tu vois. T'as l'impression que c'est un peu antinomique, Sentai et dépressif. D'ailleurs, j'ai regardé s'il y avait des vrais Sentai, tu sais, très social et compagnie. J'en ai pas vu tant que ça, même en série TV ou autre. Alors c'est marrant parce que j'ai comme un sentiment de traitement de film d'auteur français sur un récit bourré d'action parce que c'est une chronique sociale adolescente et en plus elle pointe énormément fort du doigt les dérives du capitalisme, mais ça n'empêche pas que c'est un titre qui est bourré d'action quand même aussi. Et je trouve qu'ils arrivent à un mélange, à vraiment, ouais c'est ça, un mélange très bien équilibré entre scène d'action et chronique sociale où vraiment tu vois que ça fait partie de ces auteurs qui interrogent la société et la société française pour le coup. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est donc le 9e de notre top Shin Zero des nouveautés qui sont sorties en 2025. Autre Frenchie, celui-ci est arrivé en toute fin d'année. C'était la petite cerise sur le gâteau, c'est Fabula Fantasia de Tony Valente. Bien avant l'Inquisition, dans le Pharénos, il existe des artefacts magiques pour régler le moindre problème, mais à quel prix? Bard sait que ces artefacts, que cette magie c'est un poison et il part donc en quête de vérité, bien décidé à détruire la magie. C'est aux éditions Ankama, c'est le premier tome de ce manga, c'est le premier nouveau manga de Tony Valente, même si c'est pas totalement détaché de Radiant, Joe. Bah non, c'est même carrément dans l'univers de Radiant, presque totalement, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un spin-off de Radiant, on est dans cet univers-là, il y a aussi Sifendir Chronicles qui était sorti un peu avant, mais cette fois-ci Tony Valente s'était occupé que du scénar, alors que là il est totalement aux commandes, que ce soit au niveau scénario ou dessin, donc c'est super cool, et justement on va se retrouver dans un âge où la sorcellerie est connue de tous au quotidien, et on le sait pas, c'est pas dit explicitement, mais c'est bien avant Radiant, on va suivre Bard, donc qui va mettre un terme à tous ces artefacts magiques comme tu l'as dit, et surtout on va retrouver le Cid. Donc le Cid, c'est la réalité parallèle dans laquelle on retrouve les mêmes gens que l'on connaît dans la réalité première, la nôtre, mais qui peuvent être déformés en fonction de la place qu'ils ont dans l'inconscient collectif. Mais en gros, le Cid dans Radiant, il est juste désert et blanc. Et du coup, on se dit, il a toujours été comme ça, sans qu'en fait, on va comprendre en lisant Fabula Fantasia qu'il est devenu comme ça. Et c'est assez sympa parce que au début, on le sait pas du tout. Et pour vous expliquer cette histoire d'inconscient collectif, c'est par exemple, Bard, il va devoir combattre un géant dans le Cid, et pour combattre ce géant, il va revenir dans sa réalité, dire plein de rumeurs en disant que ce géant, il est nul au corps à corps. Et après, il va revenir dans le Cid, et là, il va pouvoir le combattre parce que justement, il est devenu nul au corps à corps. Donc ça c'est l'exemple typique où on voit le Cid, ce plan chamanique dans Radiant, il s'appelle ça comme ça je crois. C'est ça, et c'est surtout ça te donne une dimension dans les combats, dans les affrontements qui peut être super intéressante et super passionnante, parce que tu te demandes à quel point ce qu'il va faire dans la réalité peut avoir un impact dans l'autre monde, et ainsi de suite, quoi. Puis on a un côté un peu conte, comme les contes qu'on voit, que ce soit les contes de Grimm ou quoi que ce soit, qui est assez sympathique. Et moi, la force que j'ai trouvée dans ce truc, c'est que, dans ce manga, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir lu Radiant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Cid qui est mentionné, il n'y a pas de Némésis, il n'y a pas de Fantasia ou tout ce que vous voulez. C'est parce que c'est une sorte de manga à part entière. Si vous connaissez pas Radiant, c'est pas grave. Si vous le connaissez, c'est trop bien parce que ça augmente encore plus votre lore de Radiant. Et c'est assez fou. Le début d'ailleurs est
très coloré, c'est des pages en couleur, pas beaucoup de texte, et on est tout de suite plongé dans la mise en scène, on sait pas où on est, et là, c'est du grand Anthony, quoi. Ouais, moi je vois comme le second manga de Tony Valente. Tu me suis ? Ouais. En fait, ça, évidemment, c'est le même univers. On est chronologiquement très 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 loin de Radiant, mais on est dedans. Mais pourtant, c'est différent. Moi, j'ai vraiment le sentiment de voir le premier manga français d'un auteur accompli qui a déjà eu du succès depuis longtemps sur un manga. Vous voyez dans quel mood, en fait, je l'ai découvert. C'est compliqué. Après, lui, j'ai l'impression qu'il a abordé ce manga de la même manière qu'il a abordé Radiant, c'est-à-dire je sais ce que je fais. Tu vois, vraiment, je suis pas un auteur qui essaye. Enfin, si, tu vois, il essaye des trucs de dessin et compagnie, mais il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien où il va, et je trouve ça assez marrant qu'il ait. A posteriori, je me dis qu'il avait exactement le même contrôle sur Radiant qu'il peut l'avoir sur ce titre. Le mec est en totale maîtrise depuis des années, en fait. Il assure. Tu voulais ajouter un dernier mot, Joe ? Non, mais je voudrais bien voir la suite. Il aurait pu sortir plus tôt dans l'année. C'était presque un manga 2026. Non, mais surtout qu'il a été plus ou moins annoncé en 2022, donc avec Siphonir. Mais comme c'est vraiment le manga qui est créé et scénarisé et dessiné par Tony Valente, il doit faire Radiant en même temps, donc 2 mangas en même temps, c'est ouais, ça veut dire qu'il a avancé un peu chaque année sur ce titre. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, en fait, on l'attendait presque plus du tout, ce manga, en fait. Et il est arrivé comme ça au début du mois de décembre. Ok, bon, on va le lire tout de suite. On y va. Et ça donne donc Fabula Fantasia de Tony Valente aux éditions Ankama. Petit point rapide sur le classement des ventes de tome 1 en 2025. Alors évidemment, maintenant vous l'avez le premier. One Piece, non. C'est le One Piece français. C'est Instinct, évidemment. Oui, c'est un peu ça dans l'esprit. Commercialement parlant, en tout cas. C'est suivi de Minecraft, le manga officiel que tu adores, Robin. Suivi de Blue Lock. Maintenant, c'est le 3e volume 1 le plus vendu de l'année 2025, Blue Lock. Il faut que j'y revienne, faut que j'y revienne à Blue Lock. Je me suis arrêté au tome 20. Là, je crois qu'ils sont au tome 30, voire plus. Faut vraiment que je m'y remette, là. Putain, tome 20. Et ça recrute un Blue Lock, même chez les très très jeunes. Ah c'est oui, c'est là où j'ai été vraiment surpris, c'est à partir de quel âge des enfants peuvent lire Blue Lock, et j'ai été scotché, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est venu aussi petit à petit, tu vois, c'est pas bon, il a très bien marché au début, mais là il a atteint une espèce de stade de ouf, quoi. Ouais, effet animé. Il est en transcendance. Kagurabachi est aussi dans ce classement, tout comme le tome 1 de Berserk qui lui a bénéficié en plus d'une nouvelle édition, qui était déjà de toute façon tout le temps pas loin du top, mais là avec la nouvelle édition, on en reparlera dans l'émission réédition de ce nouveau Berserk. Naruto est toujours là, évidemment. Solo Leveling est là. Spy Family, les carnets de l'apothicaire, Demon Slayer. Rien de nouveau après. Ça, c'est du classique. Ça, c'est du classique. Exactement. On arrive à la 7e position de notre top de cette année, et c'est un thriller, un polar, enfin on va le qualifier comme on veut. Ça s'appelle Qui a vu le pan danser de Rito Asami, sorti aux éditions Akata cette année. On est dans le Japon contemporain avec Komugi Yamashita qui partage un simple bol de ramen avec son père, un ancien policier. Quelques heures plus tard, il meurt dans l'incendie de sa maison. Brisé, Komugi tente alors d'avancer et l'enquête va vite. Un suspect est arrêté, affaire classée. Tout est réglé, fin du manga, non. Puisqu'elle découvre une lettre laissée par son père. Un message troublant qui met en cause l'accusation officielle. Ainsi, aidé d'un avocat très intrigué par cette histoire, Komugi rouvre l'enquête et commence à gratter tout doucement le vernis d'une vérité pleine de mensonges, Julie. Oui, c'était un polar très efficace, hein. Et d'autant plus qu'il a une esthétique très discrète, un peu à l'image de son héroïne. Et bien souvent, comme dans ce genre, c'est les fantômes du passé, quoi, qui font vraiment tourner la roue de l'histoire. Et il y a vraiment un crime hyper sordide qui ressort sur toute une famille, et elle apprend que son père est impliqué, et alors qu'il avait vraiment cette apparence du papa un peu idéal, un peu hyper dévoué à et sa bon flic fille. En plus. Et bon flic, alors ça c'est toujours un peu suspect, hein, si je peux me permettre, mais ce qui est intéressant, c'est que très vite on partage les émotions de cette héroïne, parce qu'elle est vraiment c'est une jeune fille toute simple, et c'est une famille toute simple, c'est vraiment une histoire de la banalité qui vrille, et là je trouve que c'était vraiment très facile de s'identifier à elle, de partager très vite à la fois toutes ces émotions qu'elle reçoit, de colère, d'être complètement dans le flou, et en plus devoir finalement choisir entre oublier, mettre de côté, ou au contraire, comme tu disais tout à l'heure, gratter, chercher et vraiment faire les choses qui dérangent. Surtout que
dès le tome 1, à un moment donné, elle se dit est-ce que j'ai vraiment envie de connaître la vérité en fait ? Bah complètement. Et puis je pense que n'importe quel lecteur, lectrice à sa place pourrait ressentir les mêmes émotions, pourrait se poser les mêmes questions. Et pour ma part, c'est là où je trouve que c'est un titre qui a su attirer notre attention cette année, c'est que il y a une identification qui est très rapide, qui est très facile et qui rend la lecture d'autant plus agréable et fluide, quoi. Ouais, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour cette héroïne, pour Komugi. Donc il y a ce débat effectivement entre ce qu'elle veut savoir et ce qu'elle pense être capable de supporter. Et là, plus t'avances dans l'enquête et plus tu te dis ouais, est-ce que tu veux vraiment ouvrir cette porte ? Ouais, c'est ça. Et elle les ouvre quand même parce que toi, t'es en tant que lecteur, en plus t'as envie qu'elle l'ouvre quand même. Mais ça que t'as de la peine pour elle. Évidemment. Et comme elle est forte, en même temps, ça marche bien aussi. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est aussi qu'elle s'entoure assez vite de différents personnages. Le casting, il est incroyable. Oui. Le cast, là, on peut aussi encore parler de casting qui est vraiment réussi pour ce type de récit, qui est un thriller, un polar, une enquête, un thriller si tu veux, ouais. Je sais même pas comment le qualifier précisément, mais c'est vrai que c'est un manga qui a retenu énormément notre attention cette année. C'est donc le 7e de notre classement qui a vu le pan danser de Rito Asami aux éditions Akata. 6e maintenant, c'est le retour de Inu Asano, Mujina Into the Deep. On est cette fois dans un Japon dystopique, dans un futur proche où les droits humains d'aujourd'hui, nos droits humains à nous, ont disparu. Ici, tout dépend d'une carte. Sans elle, impossible de se soigner, impossible de se déplacer, impossible même d'exister légalement. Sans carte, tu es un Mujina, un paria sans droit. Et Monsieur Morgan est un humain qui vit dans ce monde-là. C'est le boss d'un studio de jeux vidéo. Il vit pour son boulot, jusqu'au jour où il croise la route d'une ado en fuite et Dubume, une tueuse Mujina. Tous propulsés dans une histoire violente de ce monde sans aucune règle. Ils n'ont plus qu'un objectif maintenant, c'est de survivre, Johnny. La première chose, moi, qui m'a percuté, c'est le dessin incroyable. Mais bon, j'ai envie de dire qu'on le savait parce que c'est un peu Asano. Asano, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est quand même le mangaka à l'origine de Solanine, Bonne Nuit Poun Poun ou encore Dead Demon Destruction, qui sont tous chez Kana, comme Mujina. Et là, avec Mujina, on a un dessin à la fois hyper réaliste, mais aussi très punk et pop, si j'ose dire. Notamment avec la rivale de Ubume, où elle a un peu des dents de vampire. Elle est très vraiment punk, c'est le mot. Et clairement, moi, ça peut être con à la fois, mais toi, par rapport à Tower Dungeon ou Promenade dans l'espace, le dessin d'Asano, il te prend les yeux, mais direct, quoi. Mais donc en tout cas, avec cette série, on est beaucoup plus dans l'action que dans les précédentes. C'est pas pour me déplaire d'ailleurs, mais c'est très chouette. Merci Asano d'être passé à l'action. Mais vraiment, vraiment beaucoup d'action. Après, on est dans des thèmes un peu assez classiques, quoi. C'est de la SF, du mercenaire, du Big Brother. Mais comme c'est du Asano, on attend de voir ce que ça va donner, quoi. Tu trouves ça classique, cette SF-là ? En soi, les faits qu'il y ait des mercenaires qui défendent leur vie et que finalement ils vont se retrouver embarqués dans une histoire avec d'autres gens, il y a des rivaux, pour l'instant oui, j'ai rien trouvé de nouveau, toi. Pour Asano, je trouve que c'est le plus facile à appréhender en fait, parce que l'action permet effectivement de retrouver des codes qu'on connaît déjà, notamment grâce au cinéma par exemple. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper cinématographique. Il y a beaucoup d'espèces de cascades parce que les actions se passent majoritairement sur les toits, là où les Mujina peuvent vivre entre guillemets. Et en cela, je rejoins ce que dit Johnny. Ouais, moi je l'ai pas ressenti comme classique, mais non, c'est pas peut-être ça, mais parce que c'est Asano aussi. Mais au final, t'as raison, sur le papier, c'est des choses qu'on a déjà vues. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le scénario qui va transporter les gens, c'est le nom de l'auteur pour l'instant parce qu'il est très connu et le dessin, parce que là, le tome 1, c'est trop peu. C'est vraiment, vraiment trop peu. Et son traitement, parce qu'en fait, si tu prends ce manga, tout le monde en prend pour son grade. Ouais. Les pros, ce que tu veux, les anti machin chose, les jeunes, les vieux, les boomers, les connectés, la société, elle morfle. Mais effectivement, il y a une grosse réflexion sur la société, mais qu'on a déjà aussi vu dans beaucoup de mangas. Et là, ce qui fait que ça va détonner, c'est que c'est Inu Asano, donc on veut voir la suite, on veut savoir ce qui va se passer. Ouais, et puis ça change de ces autres titres où on va dire il y a toujours une certaine mélancolie dans les titres d'Asano. Là, c'est violent. Là, je trouve que ça tire à balles réelles. C'est vraiment les boomers de merde. C'est dépressif, mais dépressif dynamique. Vaut mieux prévenir le lecteur, c'est pas dans le style habituel. C'est beaucoup plus violent que ce qu'il fait, beaucoup plus frontal, on va dire, que ces autres titres. Sauf que c'est suffisamment bien fait pour que tu te laisses emporter, et tout en sachant que tu es devant quelque chose de différent.
Ah mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Après ouais, je suis un peu d'accord avec Joe, cette histoire de tueuse, association de tueurs et compagnie. Pour l'instant, c'est pas quelque chose de super inédit, mais à voir ce qu'il va en faire. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à dire ça avec Asano, à voir ce qu'il va en faire, tu vois, de son postulat de base, et après voilà, on le laisse dérouler. Et puis les combats, incroyables. Ouais, c'est incroyable. Pourquoi il a pas fait des combats à l'épée plus tôt dans sa carrière? Je sais pas. Moi, c'est la seule question que c'est le regret que je vais avoir maintenant. Peut-être qu'il savait pas que ça se faisait. Tu vois, peut-être qu'on l'avait pas prévenu. Tu vois, tout simplement. Mais c'est incroyable. Muji 9 to the Deep aux éditions Canal tome 1 est d'ores et déjà disponible. Place au 5e, ça y est, on rentre dans la dernière ligne droite maintenant avec Shimazaki in the Land of Peace. C'est l'histoire de Shingo Shimazaki, un homme qui a la trentaine et qui essaie de se refaire une vie tranquille au Japon, sauf que son passé le rattrape, puisque enfant, il a été enlevé par une organisation terroriste, puis formé comme enfant soldat, puis ensuite agent d'élite, et aujourd'hui, enfant libre, il doit tout réapprendre à vivre normalement, à gérer ses souvenirs, à exister dans un monde sans violence. Mais bon, entre les Yakuza et ceux qui veulent lui remettre la main dessus, c'est difficile de rester discret quand on a ses compétences. C'est signé Takeshi Seshimo et Goten Hamada. Il y a déjà 2 tomes disponibles au Cagnard. Ouais, alors j'ai déjà parlé de ce titre, vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai déjà dit que c'était un titre qui me rappelait beaucoup The Fable, mais alors attention, c'est pas un vague clone pour autant. C'est un titre qui a une personnalité propre, et par exemple, ce qui le différencie pour moi, c'est le héros. Ce qui est très intéressant avec Shimazaki, c'est qu'on va beaucoup plus se concentrer sur la psychologie du héros. Là, on s'intéresse vraiment au syndrome post-traumatique. Le héros, il passe son temps à avoir des visions d'horreur qui viennent de son passé, des actes horribles qu'il a commis, et il doit vivre et l'intégrer dans son quotidien, une chose qu'on ne voyait pas du tout dans The Fable par exemple. Et d'ailleurs, en parlant du héros, tu vois, t'as son caractère qui est aussi très différent. Il est bizarrement très optimiste, il est limite neketsu, et ça tranche énormément avec l'ambiance du titre. Alors je vais vous donner un exemple qui caractérise bien le ton de la série pour qu'on comprenne. Chaque chapitre, il possède exactement la même structure, donc c'est assez facile de le voir. Début de chapitre, vous avez le titre. Alors les titres, ils sont drôles. À chaque fois, ça donne Shimazaki au café, Shimazaki et les bonbons, Shimazaki mange les cookies. Et tu vois, c'est frais, limite c'est mignon, et ça me fait même un peu penser à la série des Martine, tu vois. Martine va à la plage. Ouais, alors je t'arrête à ce moment-là, parce que moi au début, en voyant ça, j'ai eu très peur, je me suis dit, ça m'intéresse pas du tout. Ah ben non, mais quand tu lis juste les titres des chapitres à la suite, tu te dis bah non, je comprends pas du tout ce qu'on va faire là-dedans. Moi j'avais même peur de la suite du manga, je me dis mais où ça va aller quoi. Sauf qu'en fait c'est évidemment que des titres qui sont plutôt ironiques, et tu as de la même manière, s'il y a ça en début de chapitre à chaque fois, eh ben tu vas avoir exactement la même chose en fin de chapitre. T'as plutôt une espèce de couperet qui tombe à chaque fin de chapitre. T'as un cartouche qui annonce retour de Shimazaki sur le champ de bataille et tu as un décompte qui démarre. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de décrire l'ambiance de ce manga. Il y a un truc guilleret, et en même temps, il y a une atmosphère sombre qui nous plane au-dessus avec ce couperet où Shimazaki, peut-être que sa vie va bien, mais ça va pas continuer comme ça par contre. Je veux vraiment qu'on revienne sur ce point, parce que pour moi c'est vraiment le point le plus important de ce manga, c'est ce couperet, le retour de Shimazaki sur le champ de bataille. Parce que toi tu lis le manga, tu t'attaches à ce personnage, tu te dis mais ce mec il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il ait autre chose dans sa vie, et il essaye. Il y arrive plus ou moins, et en plus le personnage est bien écrit, donc il peut être marrant, il peut être ci, il peut être ça. Et t'as ce couperet qui arrive, et toi t'as qu'une envie, c'est qu'il n'arrive pas. Ah bon ? Bah oui. Vous êtes toi, tu veux qu'il retourne sur le champ de bataille ? Bah, il est déjà sur le champ de bataille. Il passe son temps à se battre dans ce manga. Je veux dire, c'est pas non plus. Moi, juste, je me demande qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ce retour sur le champ de bataille. C'est ça, en fait. Est-ce que c'est lui qui va retourner dans les territoires en guerre où il était déjà, ou est-ce que la guerre va venir à lui et perturber son quotidien, ce qui est déjà un peu le cas. C'est là que je voulais qu'on arrive. Ouais. Parce que pour moi, c'est ça qui va arriver. C'est enfin, j'imagine, hein, mais c'est la guerre qui arrive sur son quotidien de plus en plus. Et que finalement, ce coup près, ça sera un bon moyen de nous faire une jonction assez intéressante sur le final du manga. Bah, j'imagine que là, pour le moment, c'est déjà un petit peu le cas, vu qu'il rencontre d'autres tueurs contre qui il va se battre, et tout l'intérêt du manga, c'est un peu de faire en sorte que Shimazaki montre au reste du monde que tout est normal, alors qu'il est en train de se battre avec des tueurs. Maintenant, si on arrive dans cette phase, comme tu dis, maintenant que la guerre va intégrer sa vie actuelle, on va voir comment il va faire pour gérer ça et montrer que bah non, ça va très bien encore et compagnie. Moi, je suis pas sûr de ça, Maxime, parce que pour moi, retourne à la guerre, là, il subit l'action.
Je pense que la différence, ça va être le moment où il va dire ok, maintenant c'est moi qui attaque. C'est plus moi qui passe en John Wick. Ouais, voilà, exactement. Qui va passer en John Wick, et moi je le vois plus comme ça. Genre là, j'ai géré comme je pouvais. Bon, maintenant vous avez fait un truc, vous êtes allé trop loin. Tu sais, un bon truc d'Algérien énervé, tu vois. Genre, moi je voulais pas me battre à la base. C'est vous qui êtes venu me faire chier. Tu vois. Et maintenant, on passe la seconde et j'attaque. Shimazaki in the Land of Peace. C'est déjà 10 tomes au Japon. Il y en a 2 qui sont sortis en France et c'est aux éditions Pika. C'était le 5e de notre classement. Avant d'enchaîner sur le final, puisque il n'y aura pas de 4e. On passe direct au podium après le 5e. Ouais, vous allez voir, c'est la magie. C'est connu dans le monde des tops du podcast, il n'y a jamais de numéro 4. C'est ça, exactement, ça porte malheur. Quelques chiffres du marché, quelques petits trucs que j'ai vus qui m'ont fait rire. Cette année, par exemple, si on voulait avoir acheté tout ce que les éditeurs ont sorti, il faudrait 35 000 euros. Pour tome 1, suite de série... Tout. Mais tout ce qui est sorti en 2025. Que les achats comme Joe d'acheter un tome 1 en normal et en collector. Ouais, tout. Okay, d'accord. Et si c'est que les nouveautés, c'est 30 000 euros. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as le budget, Joe, pour 35 000. Ouais, 35 000. Sur un an. Toutes les cartes que je pourrais acheter. Oh là là, c'est incroyable. Non, j'ai pas le budget sur un an. Ça, je m'attendais à plus en fait. Ah non, moi je trouve ça énorme. C'est déjà bien énorme quand même. 35 000 euros, moi je trouve ça énorme. Ouais, mais je m'attendais à plus quand même. Puis 35 000, il y a à boire et à manger dans ce que tu prends. Hein. Et la sortie la plus onéreuse, c'est un coffret intégral. C'est l'intégrale de Demon Slayer. Ouais, 160 balles. Ouais, je l'ai vu la dernière fois. J'ai fait, tu vois ça? Bah, c'est l'intégrale. on peut la prendre. Tu parlais à qui à ce moment-là? Ah, ma copine. Vous savez qu'ils avaient sorti le coffret intégral. Et alors, sachez aussi qu'il se vend au minimum 3 fois plus de One Piece que de n'importe quelle autre série en France. Ça, c'est scandaleux. Mais d'où sortent ces anecdotes, Maxime? De mes propres analyses personnelles. Donc, 3 fois plus de One Piece que de n'importe quelle autre série. Après, même au minimum. Hein. C'est-à-dire que la série la moins vendue, il se vend 3 millions de fois plus de One Piece que d'autres séries. Bah, on estime que, par exemple, si quelqu'un vend 8 tomes, et ben One Piece, c'est fois... Beaucoup. 1 milliard. Non, pas 1 milliard. Voilà, c'était quelques petites traînes sur ce marché avant de passer à notre podium. Notre podium qui est composé de 3 deuxièmes ex-aequo. Ça fait du monde sur le podium. Ben ouais, mais on n'a pas réussi à les départager, merci. Et donc bah voilà, on les a tous mis sur la même case du podium. Il y a personne en 4 et personne en 3e non plus. Oui, c'est aussi connu dans les tops de podcast, les numéros 3. Je vous spoil un peu, mais il y en a un qui mérite pas d'être là, mais je vais vous le dire. Il va nous le dire. Je vais vous le dire tout de suite. Donc on commence avec Kagurabachi dont on parlait tout à l'heure. Ce titre nous plonge dans un monde où la magie passe par des sabres enchantés. Chihiro a grandi dans l'atelier de son père, un forgeron de génie qui est capable de créer des katanas avec des pouvoirs uniques. Mais tout s'effondre quand son père est assassiné et que ses sabres sont volés. Donc dévoré par la colère, Chihiro part les récupérer et sa route le mène au cœur d'un conflit magique violent entre des clans criminels, des factions, etc., etc. Une quête de vengeance, une quête d'héritage et de choix lourds de conséquences. Déjà 6 tomes sont sortis cette année en France aux éditions Kana et ce manga est signé Takeru Okazono. Alors pour le coup, Kagurabachi, je trouve que c'est vraiment un manga qui s'est bonifié au fur et à mesure. Alors, on en avait déjà parlé au cours de l'année. Quand on a fait l'émission, on avait déjà pu lire 3 ou 4 tomes, je crois, quelque chose comme ça. Là maintenant, la série on était au tome 6, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, là où je trouvais que c'était trop dense au début de la série, je trouve que plus on avance et plus ça se stabilise. Alors attention, hein, c'est toujours très dense en termes d'événements, d'action. Il y a vraiment des retournements, des switches tout le temps. Mais ce que je trouvais comme un défaut à la base, là maintenant je le vois comme une qualité, tu vois. Je sens vraiment que c'est un titre qui transpire la passion de l'auteur pour l'univers qu'il a créé. Et des fois j'ai un peu l'impression au début que c'est un peu comme un gosse, quoi. Mais ça on l'avait déjà dit, qui a dit ah ouais, dans mon univers il y a ça aussi, il y a des sorciers, il y a des samouraïs, ah oui j'ai oublié, il y a des enchères, il y a la mafia. Et je trouve que ça se structure beaucoup plus. Là où le début allait vraiment full action, là sur la suite on a beaucoup plus de background, beaucoup plus d'univers. Et puis le dessin, je reste vraiment sur le cul du dessin. C'est t'as certaines séquences de découpage qu'on avait également déjà abordées avec le poisson, la manière dont il met en scène les attaques au poisson, parce que dit à l'oral comme ça c'est débile, il attaque avec un petit poisson rouge qui est noir en plus, mais c'est vraiment une force du récit. L'auteur est vraiment fort en découpage, en action badass
passe et tout. Moi, j'aime pas trop les sabres magiques. Je trouve qu'à chaque fois, ça fout le bordel dans la compréhension des attaques. Mais là, c'est limpide. C'est vraiment limpide et tu vois qu'il y a des vraies tentatives de narration d'un point de vue découpage et action, quoi. Et justement, dans les combats, je trouve qu'il y a des choses que j'avais jamais vues dans la façon dont il narre les combats. Oui, complètement. C'est pas discret, mais c'est hyper structuré, hyper maîtrisé. Et vraiment, quand tu démarres un combat, tu sais que tu vas avoir au moins une séquence hyper cool et des séquences qui en fait très souvent se rapprochent beaucoup plus du film d'action vraiment que du récit de samouraï classique. Parce que pour rappel, on est quand même dans un univers de urban samouraï, on va dire. Julie, toi, c'est un de tes meilleurs titres de l'année. Oui. C'est le titre action de l'année. Comme dit Cagnard, la qualité du dessin est au rendez-vous. Alors que des fois, tu peux te dire, oulala, plus les tomes s'accumulent et plus parfois la maîtrise des techniques est mise en jeu, on va dire. Les personnages, il y en a de plus en plus, toujours plus en couleur. Moi, je suis vraiment très contente de le voir à cette place-là. Mais je ne suis pas surprise, en fait. J'avais déjà dit tout le bien que je pensais de cette œuvre, tout ce rapport à l'image du Japon traditionnel qui pour moi débouche sur une sorte de japonisme 2.0 comme j'avais expliqué, le fait que l'auteur se réapproprie des codes esthétiques qui ont fait le tour du monde, notamment à travers les jeux vidéo, tout à l'heure on parlait de John Wick, on parlait de plein de séries d'action comme ça qui ont beaucoup utilisé des codes qui finalement reviennent à la maison, on va dire, au Japon. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Effectivement, maintenant si on parlait dans le détail de tout ce qui fait le découpage, je pense que le mot structure est vraiment adapté pour parler de l'œuvre, dans le sens où il y a aussi toute une réflexion sur l'architecture, le fait que les choses se tiennent parce qu'on les conçoit, parce qu'on les conceptualise. Et donc, moi, je veux la suite, tout bêtement. Johnny, c'est aussi un de tes meilleurs mangas de l'année ? Ouais, moi j'ai eu des petites, moyennes et même grosses vibes de Bleach, avec un dessin tout aussi prenant que Tite Kubo. Et je ne veux pas redire ce que Cagnard et Julie ont dit, parce qu'honnêtement ils ont tout dit, mais c'est très efficace dans la narration, les combats, les pouvoirs. Et effectivement, je suis très content de cette lecture et de cette place dans le top. Et par contre, moi j'espère que ça sera une série courte. Quand je dis courte, je dis maximum 25. Parce oui, que donc pas si court. Oui, parce que quand tu vois par exemple Bleach, clairement tu te dis non mais enlève même la moitié. Même la moitié, et c'était bon. Après, il y a des trucs qui sont bien sur les 67 tomes, 70 tomes, mais c'était trop. Et moi, j'ai pas envie que Kagurabachi me dégoûte par rapport à cette longueur de série. Et c'est pour ça, pour moi, une bonne série courte, ça serait 25. Et je trouve qu'il dirait tout. Ouais, mais tu vois, entre 25 et 62, il y a quand même un juste milieu qui pourrait être 40. Laisse-le vivre, cet auteur. Ça fait même pas 6 tomes, et t'es déjà là. Pense à ta fin. Il a choisi non commercialement parlant. Il y a plein de petits poissons à découvrir, mec. Regarde l'océan, ouvre-toi. Tu vois, dans les séries comme ça, je pense que j'ai besoin, moi, d'avoir des arcs moins bons pour mieux profiter des autres. Mais pas 70 tomes. Peut-être pas sur 70, 40, juste au milieu. Oui. Ok, j'attends. Si tu nous écoutes, en tout cas, fais attention. Finis vite. J'ai pas beaucoup de temps. Finis vite. Takeru, suis les conseils de Johnny si tu veux. Ou les moi, je serais déçu si la série a fait que 25 tomes en vrai. Ouais, un petit peu déçu, je pense. Mais bon, ça, est-ce que t'es toujours déçu pour Psyrène à 20 tomes? Ah ouais, non mais attends, pourquoi tu nous menaces comme ça? Pour savoir votre ressenti. La violence. Attends de voir la suite de Psyrène. L'animé. Saison Psyrène 2. Psyrène 2, l'Empire contre Psyrène. Deuxième ex-aequo également dans ce classement, ce manga, c'est Phantom Busters. On est dans le Japon d'aujourd'hui à Kamakura, une ville côtière qui est chargée d'histoire au Japon. Et une bande improbable de lycéens forme un groupe d'exorcistes. Leur but, affronter les esprits qui hantent la ville avant de se retrouver plus tard face à des menaces un peu plus sérieuses. Pour ça, chacun a son truc. Eugène, lui, voit pas les fantômes, mais il utilise son cerveau. Oh non, mais il réfléchit trop bien. Il y a Mogari qui veut les dévorer grâce à une aptitude familiale. Il y a Kotaro qui tente la négociation. Et il y a Kaoru qui préfère lire des mangas. Forcément, rien ne se fait simplement dans ce manga signé Neo Shoko, dont 4 tomes sont déjà sortis en France cette année aux éditions Kiun. Cagnard. Ouais, alors c'est mon manga feel good de l'année, et pour le coup c'est pas quelque chose que j'attendais parce que je suis pas spécialement à la recherche d'ouvrages feel good, mais ces petites histoires, parce que pour le moment on est plus sur des scénettes, une histoire fera 1 ou 2 chapitres maximum.
moi, je trouve que c'est plutôt un défaut à la base. Enfin, c'est un défaut. Ça fait, pour moi, tu peux faire ça dans le tome 1 et encore, faut pas que tu t'arrêtes là. Faut quand même que tu amènes très rapidement du fil rouge. Et ben là, je trouve que ça fait vraiment tout le charme du titre. Là, j'ai relu les 4 tomes justement à l'occasion de l'émission. C'est aussi l'avantage qu'on a, c'est que une note qu'on a donnée en début d'année, on la réévalue quand d'autres tomes sont sortis. Et là, je pense que Phantom Buster, j'ai monté sa note justement à la lecture des 3 tomes suivants. Ouais, à ce moment-là, c'est le feeling qui a grossi au fur et à mesure de l'avancée des chapitres. Oui, ce qui peut avoir l'air un petit peu automatique, tu sais, de faire en sorte que les personnages principaux du manga soient des amis, c'est un archétype, c'est quelque chose que tu peux faire même de manière un peu robotique, on va dire. Ben, là, il y a vraiment, c'est ce qui ressort le plus du manga, dans le manga, c'est les relations entre les persos. On s'attarde vraiment sur eux et sur leurs relations. Bon, alors maintenant, franchement, moi j'ai passé 4 tomes, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à voir ces petites histoires, à voir une amitié vraiment se solidifier. Mais maintenant, je reste cagnard. Maintenant qu'on est autant attaché aux persos, bah j'ai hâte que le drame commence, tu vois, parce que tu peux pas me faire autant apprécier les persos si tu vas pas leur faire courir des risques derrière, voire des petites tragédies. Julie, qu'est-ce que t'as pensé de ce manga ? Bah moi j'aime bien, je trouve que c'est toujours sympa d'être dans un crew, quoi. Surtout aussi déjanté, il est complètement défaillant au premier abord. Et bah, c'est ça le constat, c'est que seuls ils sont nuls, mais que finalement, en groupe, leur unité se compense, leurs défauts se compensent, et en bricolant avec leur amitié, leurs compétences, tout ça, pour moi c'est, avec des gros guillemets, le manga de l'amitié, tu vois, de 2025. Et c'est un truc réjouissant, on ne se prend pas la tête, en tout cas pour le moment, hein, mais... On a un peu envie que ça continue, quoi. Moi, le mot qui me restait sur ce manga, c'est frais. Ouais. C'est frais. Frais. C'est frais. Mais j'ai bien envie qu'on revienne 2 secondes sur cette idée de manga de l'amitié, parce que on a un peu souvent tendance à dire que le manga de l'amitié c'est Fairy Tail, et on dit ça comme un défaut pour le coup, parce que encore une fois, je pense que le problème dans Fairy Tail, c'est que ça a l'air assez artificiel, cette amitié, et le pouvoir de l'amitié devient carrément un Deus Ex Machina dans la série. Là justement, je trouve qu'on est dans l'inverse. L'auteur s'attarde suffisamment sur ses personnages pour que tu y crois à cette amitié, et que elle ne te semble pas factice, elle a l'air tout à fait normale. Si toi tu faisais partie de ces personnages, évidemment que tu serais ami avec les autres, parce que tout fonctionne bien. Ils sont pas en train de s'entendre à la perfection à tous les instants, au contraire, ils ont chacun leur vécu, ils ont chacun leur cicatrice, et ils ne cèdent pas uniquement d'un point de vue monstre à tuer, il s'aide aussi personnellement en se soutenant et compagnie. Donc moi je vois vraiment une vraie déclaration d'amour à l'amitié dans ce manga. Maintenant faut passer la suivante. Je suis un peu comme Joe pour Kagurabachi, tu vois, tu me fais pas 25 tomes comme ça, à un moment il va falloir des morts. Phantom Busters, il y a 6 tomes parus au Japon et 4 en France, c'est aux éditions Kiun, et c'était donc le 2e ex-aequo de notre top. 2e ex-aequo également, c'est Tower Dungeons. Tower Dungeons, dans ce manga, on est dans un monde type Heroic Fantasy. Il y a un nécromancien qui débarque, qui tue le roi, qui prend possession de son corps et qui enlève la princesse pour l'emmener au sommet de la redoutable tour des dragons. Depuis, la garde royale tente de gravir les étages, un par un, sans succès, et à force d'échecs, on recrute des gens du peuple, notamment Yuva, un jeune gars d'un petit village élevé à la dure et doté d'une force hors norme, et sans le savoir, il pourrait bien être destiné à être bien plus qu'un simple soldat et à faire bien plus qu'un simple sauvetage. C'est un manga signé Tsutomu Nihei, dont 2 tomes sont déjà publiés en France. Il y en a 5 au Japon. C'est un manga qui est toujours en cours, et c'est aux éditions Glénat. Robin. Tout à fait. Et moi, je pense que c'est mon top 1 perso, ou alors ça se joue avec le top 1 de la liste, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, moi, c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un titre, je trouve, qui a une force d'immersion immédiate. Bon, ça, c'est un peu la Tsutomu Nihei touch, hein. Il a toujours ce pouvoir de te transporter dans des univers. C'est vraiment ce qui fait sa patte artistique. Et j'adore, moi, quand la lecture me transporte littéralement dans un autre univers. Et là, pourtant, on est dans un univers dont on pourrait dire qu'on connaît les codes. On est dans un monde plus Heroic Fantasy. C'est plus, on va dire, familier que les autres œuvres de Nihei, qui en général nous emmènent dans des trucs vraiment beaucoup plus différents. Et il arrive quand même à me surprendre. Moi, je vais encore parler de From Software, donc les studios qui font Elden Ring, Dark Souls, mais il a vraiment réussi à capter aussi ce truc de l'époque, qui est que je pense que maintenant, il y a toute une partie du lectorat. On est un peu dans une époque postmoderne, tu vois, les gens maintenant, la fantasy, ils connaissent par cœur, ils savent très bien toutes les imageries et
tout. Donc maintenant, l'enjeu, ça va être comment je vais réussir à surprendre mes lecteurs avec cette imagerie qu'ils connaissent déjà. Et Nier, il a vraiment toutes les armes pour le faire. Là, il t'emmène c'est un dungeon crawler, donc c'est vraiment des personnages qui vont avancer dans un donjon et essayer d'aller tuer le dernier boss. Et donc, c'est la trame la plus classique qui puisse exister, mais il va leur arriver que des trucs auxquels tu peux pas t'attendre. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que t'es happé. Tu te dis, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et moi, le seul truc, c'est que ça sort pas assez vite, quoi. J'ai vraiment envie d'avancer avec les personnages, quoi. Mais parlons de cette Nier Touch. On a fait une émission dédiée à Nier cette année, donc auteur de Blam notamment. Tout ce qu'il touche, il transforme ça en bizarroïde. En fait, c'est un talent incroyable. L'atmosphère, elle est un peu brumeuse. Tu sais, j'ai l'impression que les personnages sont pas nets. Quand je lis le manga, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou. C'est pas défini, quoi. Enfin, c'est défini, mais oui, il y a plein en fait, il a une façon de dessiner qui fait que ça me donne un côté brumeux. Genre, j'ai même les voix des personnages qui résonnent différemment. C'est comme s'il y avait un peu un peu d'écho dans la tour. Alors c'est la même typo, mais je sais pas, c'est bizarre, voilà, et c'est accessible, mais c'est bizarroïde. Ouais, et t'as raison de dire aussi que c'est accessible, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on peut aussi dire de Nier, c'est qu'en général, c'est souvent assez âpre quand même, ces œuvres, et là je trouve que Tower Dungeon, il a réussi à trouver un équilibre qui, à mon avis, le travail aussi artistiquement, c'est qu'il veut aussi s'adresser quand même à un public le plus large possible, évidemment, comme beaucoup d'artistes, et là je trouve qu'il y arrive, parce que bon, il fait de la fantasy, comme j'ai dit, quelque chose où on l'a pas trop vu jusqu'ici. Et je trouve que c'est un peu une manière aussi d'assumer de manière beaucoup plus littérale ces grosses références de geekos, tu vois. Tu sais, Nier, je pense que c'est un gros gamer ou un mec qui est vraiment passionné par le gaming, le monde du jeu de rôle et tout. Et là, je me dis, bah vas-y, j'assume. Il se dit ça, quoi, tu vois. Genre, c'est bon, je vais enfin faire mon truc de fantasy avec des dragons et tout. Et aussi, il amène un registre, je trouve, dans lequel on le connaît moins. C'est l'humour ou la légèreté. Je trouve qu'il y a quand même aussi dans les interactions entre les personnages, dans les situations, il y a vraiment des trucs où je me disais, mais j'ai presque pas l'impression de lire du Nier, quoi. Des fois, j'ai presque l'impression de lire du Fujimoto, quoi, quand je vois des réactions de personnages un peu what the fuck, à des blagues ou à pas forcément des blagues, mais des situations un peu absurdes. Et je me dis, waouh, c'est fou aussi de le voir là-dedans. Et en plus, même son trait a évolué vers ça, quoi. Ce truc d'amener ce comique visuel dans les expressions de personnages, quoi. Je trouve ça trop cool aussi de le voir évoluer à ce niveau-là, Nier. Bah moi j'adore ce retour en force en fait parce que pour moi c'était quelqu'un qui était très droit, qui savait où il allait et qui ne se perdait pas, il s'égarait jamais et là il applique vraiment bêtement ses propres consignes, c'est monter, survivre, descendre, survivre, enfin n'importe quel australopithèque peut faire ça. Donc là je trouve qu'il y a vraiment cette galerie aussi de persos qui sont complètement foutraques. Enfin, Lillicène qui est explosive ou Yuva qui est complètement perdu, qui ne sait pas où est-ce qui s'applique. Effectivement, il s'applique bêtement à faire ce qu'on lui demande de faire et je trouve que c'est vraiment très très réjouissant d'être à nouveau dans quelque chose de très simple en fait, vraiment il n'y a pas beaucoup d'options et on espère que ça va durer un peu parce que j'ai vraiment envie de garder une belle empreinte de ce plaisir là d'être à nouveau avec un auteur que je trouve super. Moi, je comprends pas cette place. Je vais vous le dire tout de suite. Il est là. Mais qu'il soit vraiment en top 2, je pige pas. Et j'ai entendu tous vos arguments, mais justement, moi, je trouve que c'est trop de déjà vu, quoi. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo que je connais, que j'ai déjà vu. Et j'attendais un truc, je sais pas, que je connaissais pas à la fin. Et après, bon, Robin, il l'a dit, ça lui rappelle les jeux From Software. Et c'est peut-être ça mon problème, c'est que c'est trop flou pour moi au début. Et où, tout simplement, j'étais pas dans le mood. Mais à la fin du tome 1, je me suis dit, bah, ok, donc c'est. Mais lis le 2. Effectivement, j'ai fait cette erreur parce que déjà quand je l'ai vu dans Stop, j'ai lu, merde, je l'ai pas lu. Bon, je vais lire le tome 1. Là, j'ai lu le tome 1 et franchement, il y avait rien. Et là, du coup, j'ai commencé le tome 2 en même temps que vous parliez. Et déjà, le dessin est un peu plus Tsutomu. Mais le début, moi, c'est peut-être aussi ça, c'est qu'après l'avoir lu après Mujina, c'est compliqué. C'est compliqué en termes de visuel. Et je pense que ça m'a mis un frein. Donc, je vais lire le tome 2. Peut-être que je reviendrai sur ce manga, on était à 4 sur 5. Et comme tu n'avais pas. Je peux vous dire que je l'aurais peut-être bien baissé. Mais le fait qu'il ne l'ait pas lu, ça le décode tout de suite. Sinon, il aurait pu être top 1. Ah, ou peut-être. On sait pas. Je reviendrai dans l'émission. Et il va faire, c'est un banger. Ouais, on fera l'émission spéciale le vrai top selon Johnny. Tower Dungeons, donc signé Tsutomu Niei, 2 tomes disponibles en France aux éditions Glénat. Et on arrive au premier du classement. Il s'agit de Yon. Yon, on en a parlé dans cette émission. On est dans un internat au milieu de nulle part, un internat disciplinaire. On y retrouve Margot qui vit recluse depuis 7 ans et qui observe les autres survivre à leur façon. Mais voilà que l'alarme retentit.
Non, ce n'est pas un exercice. Des créatures mortelles vont tomber du ciel. C'est le phénomène. Je fais des guillemets. Panique, fuite, tout le tout team pour ces lycéennes, sauf pour Margot, puisqu'elle s'est paumée dans un bâtiment à côté. Il est trop tard pour s'échapper, il va falloir faire face, et elle ne sera pas seule. Ce manga est signé Camille Broutin. Il y a déjà 2 tomes disponibles, il y en aura 4 en tout. C'est aux éditions d'Argo, Romain. Tout à fait. Alors bon, comme tu as dit, on en a déjà pas mal parlé dans cette émission. Yon, je pense que ce sera pas forcément une surprise. Alors peut-être qu'il soit top 1, mais en tout cas, c'est pas une surprise, je pense, pour nos auditeurs. Je m'attendais pas à ce qu'il soit top 1. Oui. Mais moi, j'en suis très content. On va pas se mentir, c'est un peu grâce à moi. Cette fois, tu l'avais lu. Ça va, c'est bon, tu valides. Là, j'ai tout lu, j'ai eu 2 tomes. Okay. Et non, moi, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour ce titre. Et vraiment, si je devais résumer, ce serait sa narration qui me happe, quoi. Il y a vraiment un truc dans la maîtrise de cette autrice dans, on va dire, toutes les différentes branches du manga, parce que comme on l'a déjà dit, le manga n'est pas qu'un art graphique ou autre, c'est un art surtout narratif. Et vraiment, cette Camille Broutin, elle maîtrise toutes les facettes de cette narration, que ce soit comment les choix qu'elle a fait sur l'environnement, les situations, les choix graphiques, le choix du genre qu'elle a décidé de mettre en scène, les choix aussi de découpage. Voilà, enfin, il y a vraiment tout est réussi. Et moi, je trouve qu'il y a un truc typiquement que je trouve, et c'est surtout, je trouve qu'à la fin, ce qu'elle arrive à faire, c'est que un peu comme on disait, bon, c'est dans un registre complètement différent, mais il y a vraiment ce truc de prendre des choses que tu as déjà l'impression d'avoir vues et les mettre dans une soupe qui finalement devient complètement originale et complètement surprenante et surtout intrigante. Et vraiment ce truc du phénomène, enfin voilà, moi ça c'est vraiment ce que je préfère, parce que par exemple, un choix typique de la narration qui me plaît, c'est ce côté, on te dit très vite, instantanément, que le phénomène c'est le truc le plus dangereux de cet univers, mais ça ne t'est jamais vraiment montré, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois le phénomène interagir sur les gens, c'est pas du tout spectaculaire, quoi. C'est vraiment ce truc de, donc c'est des boules, quand tu les touches, tu fais que tu te transformes toi-même en boule. Bon, déjà c'est un peu bizarre, mais ça n'arrive pas instantanément. C'est-à-dire que il y a un moment donné, c'est ah mon Dieu, elle a touché une boule. Tu dis qu'est-ce qui va se passer? Bah rien. En fait, il se passe rien pour l'instant. On sait pas, quoi. Et du coup, vraiment cette espèce de jouer tout le temps à contre-temps sur les attentes et tout, c'est vraiment un truc sur lequel elle est très très forte. Et voilà, moi je suis très très content que ce manga soit top 1. Et toi, Julie? Bah moi, j'avais raté le premier rendez-vous avec Yon parce que j'avais lu le tome 1 il y a un moment maintenant. Et en fait, je me disais, bah, ok. Enfin, je n'avais pas compris. Et là, en refaisant, en préparant le top, en voyant que donc la suite était également parue, et ben j'ai beaucoup plus accroché, j'ai beaucoup plus compris aussi votre engouement, parce qu'il y a aussi une sorte d'émulation, quoi, qui a été créée par ce titre. Et je me disais, punaise, je comprends pas, je suis à côté. Mais en fait, voilà, quand tu prends le temps d'enchaîner les 2 tomes, tu comprends beaucoup plus certains enjeux, tu es beaucoup plus happé dans un rythme qui est vraiment très très intéressant et très très agréable à vivre. Et moi je trouvais que le premier de mes appréhensions, c'était que vraiment il y avait trop de personnages. Enfin, il y avait énormément de jeunes filles, elles ont toutes le même uniforme. Il y a juste 2-3 détails qui font que tu peux les distinguer les unes des autres. Et je me disais, oh là là, comment faire, quoi, pour continuer à avancer dans l'histoire. Et au final, une fois que tu as lu les 2 tomes, tu vois, comme disait Robin, il y a une espèce de calque sur toutes les références en fait que ça draine. Et moi, j'ai tout de suite pensé à L'école emportée de Umezu, ou bien tu vois, dans les histoires plus récentes, il y a Léviathan, donc cette histoire où la classe verte se perd dans l'espace, et là où tu sens que les enfants vont se mettre les uns sur les autres pour pouvoir survivre. Donc j'ai beaucoup d'attentes maintenant qui sont sur ce titre-là. Donc j'ai 4 tomes, ça va, c'est pas trop long. C'est des gros tomes après. Oui, puis ça va arriver l'année prochaine. Alors moi, le truc, c'est que j'ai eu 0 sensation de déjà vu. Elle m'a attrapé à le phénomène. Bon, déjà là, j'étais conquis, mais c'est pas ce qui m'a le plus intrigué au final de tout le manga. C'est ça qui m'a moi-même surpris, et c'est là où elle m'a piégé aussi. Moi, c'est Margot en fait qui m'a fait prolonger la lecture. J'aime tout ce qu'elle a mis dans son héroïne. J'aime sa solitude, j'aime sa débrouille, j'aime son côté un peu insaisissable, j'aime sa symétrie, j'aime tout ce qu'elle a mis dans cette héroïne. Je l'aime bien et j'ai une empathie à 100%.
alors qu'elle est pas super sympa. C'est pas ton but en tout cas. Ouais, c'est pas ton but. Tu la trouves sympa. Mais sauf que chez moi, ça a marché à 100%. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu voudrais être comme elle. Tu t'es identifié. Peut-être. T'es venu pour le high concept, t'étais reparti avec le personnage principal. Quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis fait piéger mes deux A à Z sur ce manga. Moi, j'ai une grosse vibes Dragonhead pour ma part. Alors, je sais pas vraiment si c'est très à propos, mais il faut savoir que mes 10 premières lectures de manga dans toute ma life, il y a Dragonhead dedans. Et je sais pas, c'est le mystère en fait. Le mystère, c'est vraiment le maître mot de cette série, un peu comme Dragonhead. Et c'est vrai que pour moi, c'est la révélation de cette année. Hein. Elle coche toutes les cases que j'aime aussi, originalité, mystère. Après, on sait pas si c'est fantastique, science-fiction, fantasy. En vrai, il y a un petit doute là-dessus. Je penche plus pour le fantastique, forcément, avec le phénomène. Mais en vrai, on sait pas trop, et c'est un bel univers à découvrir au fil de l'histoire. Et franchement, c'est une très bonne surprise pour 2025, un peu comme Tower Dungeon. J'avais lu le tome 1 et je me suis dit bof, et là j'ai lu le 2, donc ça va. Donc il faut vraiment que je dise les 2 tomes. Vous avez assisté à un changement d'avis en pleine émission. Non, mais et là pour le coup, je pense un peu à cette histoire de French Touch. Honnêtement, que ça soit une française ou pas, j'avoue que j'en ai rien à faire sur ce titre, parce que il y a rien qui transparaît. C'est juste un très très bon titre. Est-ce que tu lui accordes le titre de banger 2025? Véritable banger. Oui, je lui donne. C'est acté. Et toi, Cagnard, alors? Moi, de mon côté, vraiment zéro surprise. Je vous le dis honnêtement, mais j'étais sûr et certain. Mais lors d'un commun accord global entre nous tous, qui serait top 1, tu vois. Moi, j'avais vraiment un doute. Hein. Ah ouais, non, mais pour moi, c'était entendu. On parlait à partir du tome 2, on discutait des autres titres, tu vois. Mais pour moi, c'était sûr que Yon allait terminer top 1, tu vois. Ah ouais, tu vois, pour moi, Tower Dungeons ou Kagurabachi, il pouvait lutter, tu vois. Ah ouais, non, pour moi, rien à voir, vraiment. Même si Tower Dungeon, j'ai beaucoup aimé pour le coup. Et oui, Joe, vraiment, il faut lire le tome 2, parce que moi, j'étais un peu comme toi au tome 1. Et le tome 2 m'a vraiment convaincu. Alors, du coup, Yon, j'en ai déjà beaucoup parlé dans l'émission des créas. C'est le chouchou de notre top. Et j'ai envie de dire, on a enfin un seinen à la française. C'est notre seinen à la française. Alors, ce titre est génial, parce que ambiance, action, mystère, humour, personnage, vous en avez déjà beaucoup parlé. Mais tout est au rendez-vous pour moi pour que ça devienne un vrai classique en France. Alors, il reste 2 tomes pour en faire une des meilleures séries de l'histoire. J'ai envie de dire bonne chance à l'autrice. Bah ouais, non, mais moi en plus je trouve ça finalement assez révélateur de quelque chose, quoi, que notre top 1 cette année soit un titre français. C'est la première fois. C'est la première fois, je pense. On avait du top 3, top 5 l'année dernière déjà. Ouais, peut-être. Oui, mais top 1. Mais top 1, surtout d'une autrice qu'on connaît pas, quoi. Tu vois, genre vraiment, c'est vraiment, comme a dit Joe, c'est la surprise, le truc que personne attendait, entre guillemets. Et c'est un hold-up, là. Si tu compares à Shin Zero, tu vois, qui était attendu de fou. Qui est dans le top, c'est attendu, machin, c'est des auteurs installés. Bon, Camille Broutin, elle avait déjà fait des trucs avant, mais vraiment, dans le manga, on la connaissait pas du tout. Et non, franchement, c'est aussi une grosse surprise à ce niveau-là, même si je suis assez d'accord avec Johnny, dans l'absolu, on s'en fout de savoir si c'est la nationalité de la personne qui a fait ce titre, mais je trouve que savoir qu'en plus c'est une française, c'est hyper intéressant, quoi. Voilà, vous avez nos 11 meilleurs mangas nouveautés de 2025. Johnny, il est temps de conclure cette émission maintenant. Ouais, moi je suis très 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 mauvais dans cette conclusion. Comment était ton année? Non, mais elle était bonne. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fini La Roue du Temps. Je reprends les archives de recherche. J'ai fini Expédition 33. Il y a vraiment beaucoup de choses. En termes manga, je suis juste assez atterré d'avoir autant aimé La Tranche de Vie cette année. Je dis ça parce que vous verrez aussi dans les coups de cœur, il y a pas mal de tranches de vie. J'espère qu'en 2026, on reviendra à la vraie essence du manga. Donc la baston, comme dirait Kanya. Mais non, je suis assez content parce qu'on a lu quand même beaucoup d'œuvres originales. C'est toujours cool en fait d'être surpris, et je trouve que j'arrive pas à savoir comment les auteurs arrivent à encore vivre en se disant allez, je vais faire un truc nouveau. Je vais faire un truc qui diffère des autres. Mais c'est ce que disait Robin, c'est qu'il y a une soupe qui existe où on met plein de choses qui sont déjà là, et puis après on fait une œuvre originale là-dessus. Et ouais, je suis pas sûr qu'ils se posent la question de comment faire un truc nouveau. Non, mais c'est pas ça. Mais t'as un peu le syndrome de cette page blanche, genre tout a déjà été fait, que ce soit en série télé, en musique, enfin, et il y a toujours quelqu'un qui te sort un truc nouveau. Et c'est ça la création humaine. Je trouve ça assez incroyable. Donc voilà. Moi, c'était une année vraiment chouette pour moi, avec du bon blockbuster qui tâche. Mine de rien, un bon blockbuster qui tâche, on n'en avait pas eu depuis 2 ou 3 ans. Et ça m'a fait du bien, moi, d'avoir un bon mainstream qui truste nos tops, qui est bien vendu. Voilà, je trouve ça symbolique que ça soit de retour. Ça ouvre peut-être une nouvelle ère.
ou peut-être que pas du tout, mais peu importe. En tout cas, je suis quand même content de cette année. Bah moi j'ai l'impression que 2025 était super longue. Je sais pas, j'avais vraiment cette impression que d'avoir lu Kagurabachi depuis super longtemps ou de me dire ah oui mais j'avais lu ça et j'étais persuadée que c'était il y a Enfin, je ne me rendais pas compte que c'était le courant de la même année où il y avait eu le tome 1 de Yon. Enfin, bref. Et donc, comme disait Johnny, c'est vrai qu'on peut tirer le chapeau à tous ces créateurs, créatrices, parce qu'ils ont toujours des idées incroyables. Et moi, j'ai très hâte de parler des autres super chouchous. Voilà. Ça sera la semaine prochaine, ça. Robin, est-ce que tu as une conclusion sur cette année ? Comment tu l'as trouvé ? Comment tu l'as eu ? Alors, à titre personnel, je dois confesser que j'ai moins lu, j'ai l'impression, de titres que d'habitude parce que, problème de temps, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Des fois, on est pris par... La pluie, la neige, tout ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, la météo. Non, c'est juste que j'aurais aimé lire plus de titres quand même, malgré tout. Mais si je dois quand même analyser un peu notre top, je dirais que c'est quand même un top assez solide, quoi. T'as du blockbuster comme t'as dit, t'as de la petite tranche de vie un peu surprise que t'attendais pas et qui t'a touché, t'as de la création française en force, enfin vraiment c'est quand même, encore une fois je le redis, assez nouveau, et t'as des retours de patrons, voilà, t'as du Asano, du Niei, ils sont là, quoi. Asano, Niei, You're Great, exactement, donc je trouve qu'au final si je dois juger le top, il est quand même solide, quoi, et franchement ça vous donne un bon panorama de ce que propose le manga aujourd'hui. C'est un peu un mélange de tout ça et c'est cool, quoi. Cagnard, comment était ton année pour terminer cette émission ? Je vais dire intense. Franchement, c'était une année hyper intense en termes de lecture. Quand je vois le top 10, je suis à chaque fois que je revois un titre, même des titres où j'étais pas spécialement partant, comme du Asano justement ou Tower Dungeon, au final j'ai vraiment beaucoup apprécié toutes ces lectures. Et après, je pense qu'il y a qu'à écouter nos émissions des années précédentes. À chaque fois, on se dit c'était pas ouf cette année, et finalement on se dit ah non, il y avait quand même des trucs de fou. Là, pour changer cette année, on est d'accord que non, il y a eu vraiment des bons trucs. Et c'est vrai, Maxime, t'as raison, en termes de blockbuster, on a eu quand même Kagurabachi, le tueur silencieux, on le rappelle, qui a fait son office, du français. Et moi, au-delà de ce top, j'ai vraiment eu une année de lecture hyper intéressante, et que ça soit au niveau des films, au niveau des livres ou des mangas. J'ai vraiment lu plein de trucs. Alors, je vais faire un parallèle très général, mais bon, la société va pas très bien à l'heure actuelle, on est d'accord. On vit dans une saucisse. On vit dans une saucisse, voilà. On vit dans une putain de knacky. Et je trouve que ce contexte-là, ce contexte social-là, c'est aussi la porte d'entrée à avoir des œuvres qui vont peut-être être beaucoup plus manifestes, beaucoup plus sociales aussi. Et donc, c'est un peu le seul truc qui me rassure dans ce contexte un peu pourri, c'est de me dire que les contextes pourris donnent de bonnes œuvres, la plupart du temps, donnent de très bonnes œuvres. Donc, j'espère que l'année 2006 sera moins pourrie, mais avec des œuvres tout aussi bien. Ouais, ce que j'allais dire, il y a un petit temps, il y a le temps de l'écrire aussi, l'œuvre, et puis qu'elle soit ensuite publiée, etc. Donc, normalement, on a encore 2-3 ans pour un film, ok, tu vois, mais pour un manga ou pour une BD, la plupart du temps, tu l'as dans l'année, quand tu regardes. T'as vu le rythme dessus. de Camille, là, pour Yon, elle est tombe ses planches, je sais même pas comment elle fait, quoi. Donc je pense que on va arriver dans une ère de grande création avec beaucoup de mix et du coup c'est très excitant. Ce bilan continue la semaine prochaine avec nos coups de cœur perso de chacun. Merci à tous d'avoir écouté cette émission et encore bonne année, bonne lecture et à la semaine prochaine. Bonne année. Merci. Bonne année.